notre invité politique ce matin, c'est Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On commence avec l'actualité du jour qui est marquée par la remise du rapport Sauvé, du nom de Jean-Marc Sauvé, qui préside la commission indépendante sur les abus sexuels commis au sein de l'Église. On connaît déjà des premiers chiffres, près de 3000 prêtres qui ont été pédophiles depuis les années 50, plus de 100 000 victimes depuis les années 50. Il était nécessaire de faire ce travail et de le rendre public. C'était indispensable pour vous? Évidemment, on a eu beaucoup d'affaires qui ont éclaté au compte-gouttes ces dernières années, ces dernières décennies. Je crois que là, on a un rapport qui montre l'ampleur de la situation, l'ampleur aussi du nombre de victimes à qui il faut pouvoir donner réparation. Et ensuite créer les conditions avec les cultes, que cela ne se reproduise plus, parce que c'est intolérable et parce qu'on voit que quand on en arrive à un nombre de cas, on parle du chiffre de 100 000 victimes potentielles pour 3 000 accusés, on voit bien que là on n'a pas affaire à quelque chose qui est autre chose que systémique, c'est très important. Donc oui, ce rapport je crois est salutaire, et puis moi j'adresse d'abord un mot de compassion à toutes les victimes, à leurs familles, parce que je sais que parfois, y compris des années après, ce type d'actualité vient rouvrir des cicatrices qui n'étaient pas pleinement refermées. Comment on fait pour que cela ne se reproduise plus? Je reprends vos termes. Il y a une quarantaine de préconisations qui accompagnent ce rapport. Quel est le regard que vous portez sur cette situation? Moi, je n'ai pas encore lu la totalité du rapport et de ses préconisations, mais je crois qu'il faut incontestablement des moyens supplémentaires, y compris en termes de formation, d'accompagnement, et puis de recueil de la parole des victimes. C'est vrai qu'on a eu un grand mouvement de libération de la parole sur les agressions sexuelles ces dernières années, mais on voit qu'on a encore des carences pour accueillir cette parole et ensuite faire en sorte d'accompagner les personnes dont la parole se libère vers la justice. Donc je pense que c'est là qu'il faut faire l'essentiel, comme d'ailleurs depuis le début de ce quinquennat, sur un autre registre, sur les violences sexuelles et sexistes, les féminicides également. Nous demandons à ce que le gouvernement mette sur la table les moyens qui correspondent aux ambitions qu'il a affichées. On nous a dit, par exemple, les violences sexistes sexuelles, ce sera la grande cause du quinquennat. On voit que certains pays, c'est le cas de l'Espagne par exemple, ont mis 1 milliard sur la table. Ça fait depuis le début du quinquennat que nous demandons que ces moyens supplémentaires soient posés. Ça veut dire que sur ces questions des abus sexuels au sein de l'Église, pour vous, il n'y a pas que l'Église qui doit entamer un travail, le gouvernement aussi doit prendre des mesures? Évidemment, je pense qu'il faut pouvoir mettre en corrélation les ambitions affichées avec les actes posés. L'autre sujet d'actualité aujourd'hui, c'est cette mobilisation syndicale dans plusieurs villes de France à l'appel de plusieurs syndicats pour demander une hausse des salaires, une augmentation du pouvoir d'achat. Et hier, le gouvernement, vous l'avez sans doute vu, a publié un bilan de son quinquennat en matière de pouvoir d'achat. Il dit que le pouvoir d'achat a augmenté, augmentation du revenu disponible global, c'est ce que dit le gouvernement, de 8% en 5 ans, progression bien supérieure au quinquennat précédent. Qu'est-ce que vous répondez à ces chiffres? La belle affaire. Non, la réalité, c'est que vous avez aujourd'hui 6 Français sur 10 qui estiment que pendant le quinquennat Macron, ils ont perdu du pouvoir d'achat. Alors le gouvernement peut essayer à l'entonnoir. Alors ça, c'est le ressenti, c'est pour ça que le gouvernement dit, ben non, les chiffres sont là. Écoutez, moi, je ne vous parle pas de ressenti quand je vous dis qu'un Français sur 3 a du mal à payer son loyer, qu'un Français sur 5 dit devoir sauter un repas pour pouvoir boucler ses fins de mois, que 8 millions de Français ont besoin de l'aide alimentaire, que 2 millions y ont recours, dont 1 million seulement depuis l'année dernière, qu'à l'heure où je vous parle, on sait encore, pas plus tard qu'hier soir, on a vu ces files d'attente devant des banques alimentaires de la part de beaucoup de jeunes. Donc si vous voulez, le quinquennat de M. Macron a été un quinquennat où, comme nous l'avions dit dès le début, beaucoup a été fait pour les plus riches. Prenez cet exemple, les 500 familles les plus riches de ce pays possédaient 570 milliards de patrimoine. Au début du quinquennat de M. Macron, ce patrimoine a doublé. Mais que pour les plus riches, Bruno Le Maire, il dit qu'un travailleur au SMIC a vu son revenu augmenter de 170 € par mois depuis le début du quinquennat grâce aux mesures gouvernementales. Allez dire aux travailleurs au SMIC... Mais écoutez, dès l'instant où vous faites des démonstrations de quelques petites augmentations par des primes, par des choses comme ça, mais que par ailleurs les factures augmentent comme elles ont augmenté. Non, ce quinquennat n'a pas été un quinquennat d'augmentation du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, c'est pas de mon fait si 6 Français sur 10 disent non, mon pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Je disais que donc les 500 familles les plus riches ont doublé leur patrimoine, mais dans le même temps, sur la même période,
vous avez près de 3 millions de pauvres en plus. Donc la question du partage des richesses se pose évidemment. Il y a une urgence sociale dans ce pays. Or, le gouvernement n'entend pas y répondre autrement que par une forme de continuité. Et la manifestation qu'il y a aujourd'hui sur la réforme de l'assurance chômage, moi j'appelle toutes celles et ceux qui m'entendent à y participer, parce que cette réforme de l'assurance chômage, loin de finalement lutter contre le chômage, fait la chasse aux chômeurs, avec des indemnités qui vont baisser de manière considérable pour un simple changement du mode de calcul. On estime qu'avec cette réforme qui est entrée en vigueur le 1er octobre, vous avez plus d'1 million de personnes qui vont voir leurs indemnités chômage baisser en moyenne de 17%. Mais il faut rappeler que le chômage, ça n'est pas la charité. Quand vous êtes au chômage, c'est parce que vous avez cotisé pour une assurance, pour un risque en quelque sorte. Et le gouvernement plastronne sur une reprise économique qui serait absolument formidable, dit que le problème de l'emploi, finalement, ce serait les emplois non pourvus et le chômage volontaire. Pardon, mais quand vous prenez un peu de recul sur la situation aujourd'hui, on estime que les emplois non pourvus, qui sont une réalité, que je ne conteste pas, c'est à peu près 264 000 emplois non pourvus. Si vous mettez ça en corrélation avec le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi, ça vous fait un emploi non pourvu pour à peu près 24 chômeurs disponibles. Donc le problème n'est pas le chômage volontaire, qui est un véritable fantasme, parce que le chômage est d'abord une souffrance, il faut le rappeler, c'est le manque de création d'emplois pérennes. On a quand même vu dans la période récente un effort énorme, en tout cas une très grosse dépense d'argent public pour permettre de sauvegarder les emplois, de maintenir les gens en activité malgré le Covid. Est-ce que ça, fallait pas le faire? Parce que c'est aussi une forme de maintien et de défense du pouvoir d'achat. Est-ce que ça fait partie des choses qui n'auraient pas été correctement conduites? Il aurait fallu le faire avec une stratégie ciblée en fonction des entreprises que l'on aidait. La politique du gouvernement a consisté, sans stratégie, sans contrepartie, à catapulter des milliards d'argent public sans rien demander en retour aux entreprises. Ces milliards-là, ils ne sont pas allés qu'aux riches, pour le coup. Alors, ils ont peut-être été catapultés et mal répartis. Mais oui, mais justement, ils ont été catapultés et mal répartis. Ils ont permis à des gens de garder leur emploi. Ça a permis notamment, avec le chômage partiel, d'en effet maintenir des emplois. Mais songez que le même argent public a aussi permis d'en détruire. Vous avez des entreprises qui ont touché cet argent public de l'État et se sont finalement fondus dans la toile de fond de la Covid pour procéder à des plans de licenciement qu'ils avaient déjà prévus auparavant. Et donc, ils ont touché le pactole. Ils ont conjugué l'argent public qu'on leur versait avec des plans de licenciement. Et le résultat, c'est qu'avec cet argent, ils ont même détruit des emplois. Et avec une rapacité qui a continué. Comment expliquez-vous que 100% des entreprises du CAC 40 qui ont bénéficié des aides de l'État, dont certaines, on va en parler après, ont des activités dans les paradis fiscaux, en 2021, année de crise, elles vont verser 51 milliards de dividendes à leurs actionnaires. C'est 140% de leurs bénéfices. Donc ça montre bien que, si vous voulez, ce n'est pas un souci d'intérêt général ou d'investissement pour l'avenir. Vous avez des gens qui ont profité de la crise, il faut le dire. Raison pour laquelle nous avons rappelé... Mais vous avez aussi des gens qui ont été beaucoup aidés par le gouvernement. Est-ce que ça, vous le connaissez ? Bien sûr, et d'ailleurs j'alerte sur le fait, nous l'avons fait avec Jean-Luc Mélenchon et je profite de l'occasion ce matin pour le refaire, pour dire qu'il faut reporter l'échéance des remboursements du prêt garanti par l'État. Parce que sinon vous avez quelques 12% des entreprises qui vont avoir un mal chien à rembourser et qui peut-être vont se retrouver véritablement en difficulté. En attendant, on ne peut pas tolérer qu'il y ait eu des profits sur la pandémie. Ce que nous avons dit avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que la situation est une situation de crise. Vous avez beaucoup de Français qui en ont pâti, on en a parlé à l'instant. Donc, on pourrait faire en sorte, par une taxe exceptionnelle, de procéder à des redistributions. Vous voyez, par exemple... Juste, c'est quoi cette taxe? C'est une sorte de taxe Covid? C'est-à-dire que c'est en quelque sorte de les profits qui ont été faits pendant la crise sanitaire? Considérer qu'on pourrait geler les dividendes sur la période de pandémie. Selon la bonne vieille règle, pas de profit sur la pandémie. Regardez, par exemple, on parle beaucoup de la hausse des prix de l'énergie. Alors... on regarde en réalité quels sont les chiffres des différents fournisseurs d'énergie. Les trois principaux fournisseurs d'énergie viennent de réaliser des profits de l'ordre de 13 milliards d'euros. Si on avait taxé ne serait-ce que 10% de ces profits, 10% seulement, réalisés dans la période, on pourrait distribuer 500 € à chacun des 3 millions de foyers qui sont en précarité énergétique, qui ont besoin du gaz pour se chauffer. Vous voyez ? C'est-à-dire que la priorité absolue face à l'urgence sociale, c'est de soulager véritablement les gens, les Françaises, les Français, avec leurs revenus. Voilà pourquoi nous avons proposé un blocage des prix, si possible un blocage des prix qui n'intervient pas après la hausse, parce que M. Castex est venu sur le plateau du JT pour dire en substance aux Français:
demain, les factures augmentent, après-demain, je bloque les prix. Très bien, mais les Français viennent de subir la hausse du mois d'octobre, celle du mois de septembre, celle du mois d'août, celle du mois de juillet. Bloque une éventuelle nouvelle hausse. Est-ce que ça, quand même, c'est pas déjà bien? Mais évidemment que de ce point de vue, on peut considérer que c'est une petite victoire pour nous, parce que ça fait maintenant 3 semaines que Jean-Luc Mélenchon réclame qu'on bloque les prix. Mais Monsieur Castex aurait pu aussi trouver l'occasion, par une solution comme celle que je viens de proposer, de véritablement amortir le choc. Parce que les Français, aujourd'hui, ces hausses de gaz, ils les ont subies. Et donc, en quelque sorte, le gel des prix arrive après les augmentations. Voilà ce qu'il faut dire. Et avec un chèque énergie qui va arriver au mois de décembre. Mais un chèque énergie dont tout le monde convient qu'il ne correspond pas du tout au montant qui va être finalement associé à ces hausses de factures. Voilà. Alors... Pardon, sur la relance et la croissance, vous y croyez ou vous n'y croyez pas? C'est quelque chose qui est susceptible de créer aussi peut-être une dynamique et d'améliorer la situation de l'ensemble de la société? Je crois, comme tous les économistes, que quand vous fermez un robinet, comme ça a été fait l'année dernière au moment du confinement, et que vous le rouvrez, mécaniquement, vous avez une situation de croissance. Mais vous pouvez convenir avec moi que cette situation de croissance, le gouvernement parle de 6%, ça ne correspond pas à une situation de croissance que vous avez en période normale. C'est en quelque sorte une croissance qui est due à l'ampleur de la chute que nous avions eue avant. Non, donc elle est intéressante, mais elle sera éphémère pour vous, c'est ça? Et puis ce que je vois surtout... Et elle ne fait que compenser, ou à peine, ce qui a été perdu. Bien sûr, et ce que je vois surtout, c'est que la crise que nous vivons de la Covid est aussi une injonction à changer les choses en profondeur. Nous, ce que nous proposons aujourd'hui, pour l'économie de ce pays, c'est de la mettre entièrement au service du grand défi qui nous fait face, dont on parle trop peu, qu'est la crise climatique. On le sait, d'ici à 2100, le GIEC nous l'a dit cet été, c'est plus 2,7 degrés. Et on sait ce que produit déjà 1 degré de réchauffement climatique. Vous voyez par exemple les images de Marseille, où tout le monde découvre que le changement climatique en bord de la Méditerranée, c'est d'abord beaucoup de flottes qui tombent partout. Et donc une mobilisation générale qui est nécessaire. Ce que nous voulons faire, c'est mettre toute l'économie de ce pays au service du fait de relever le défi du changement climatique. Ça veut dire planifier la bifurcation écologique de notre économie, la transition énergétique, la transition de notre modèle agricole, les transports, le plan mer. Tout ça, c'est beaucoup d'emplois et c'est de l'activité qui est véritablement utile. Aujourd'hui, vous attendez à une mobilisation syndicale très forte. Vous pensez qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue? C'est le début de quelque chose ou pas? Écoutez, moi, ce que j'observe, c'est qu'en effet, les choix qui sont faits de manifestations syndicales le mardi après-midi, il y aura une forte mobilisation, c'est assez compliqué. On va se dire les choses franchement. Moi, je suis pas responsable syndical, mais je vois une chose, c'est qu'il y a plus de mobilisation quand on permet aux gens de venir s'associer à un mouvement en dehors des périodes de travail, par exemple le week-end. Donc ils ont fait un mauvais choix. Donc écoutez, fallait pas faire ça moi, mardi. C'est pas aujourd'hui qu'on va tirer sur l'ambulance. Moi, j'appelle tout le monde à y être parce qu'il faut redire que cette réforme de l'assurance chômage est injuste, violente, que d'autres solutions existent, y compris pour relancer l'emploi dans ce pays. Pardon de vous dire que partager le temps de travail comme nous le proposons, diminuer le temps de travail hebdomadaire, avoir la retraite à 60 ans. Justement, on va en parler de la réforme. C'est aussi créer de l'activité et de l'emploi. On va en parler de la réforme des retraites, puisqu'Édouard Philippe a un petit peu relancé le débat. Dans une interview à Challenge la semaine dernière, il dit que ça doit être pour lui la première réforme du prochain quinquennat et il propose de reporter l'âge de départ jusqu'à 65, 66, 67 ans. Je ne vais pas vous demander si vous y êtes favorable, je crois que tout le monde connaît la réponse, mais il dit que nous préférons continuer à danser au-dessus du volcan que de prendre des mesures drastiques et parfois amères. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Danser autour du volcan, bon, c'est des mots de sorcier du fric, ça, en réalité. Moi, je vais vous dire une chose. C'est un sorcier du fric, mais bien sûr, écoutez, 67 ans, et pourquoi pas 77 pendant qu'on y est. Est-ce que vous savez à quel âge est aujourd'hui l'espérance de vie en bonne santé en France? C'est 62 ans. Et cette espérance de vie en bonne santé, elle recule. Alors, petit cours pour toutes celles et ceux qui, à chaque fois que M. Philippe sort ce genre de phrase, ou M. Le Maire ou M. Macron, regardent leurs chaussures en disant « Ah oui, évidemment, ces gens-là ont raison, on vit plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps. » Après tout, c'est logique, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Pourquoi? D'abord parce qu'on vit d'autant plus longtemps que le temps de travail a diminué. Bien évidemment, il y a aussi le progrès de la médecine et tout le reste. Mais à mesure que le temps de travail a diminué dans la vie, dans la semaine, l'espérance de vie a aussi augmenté. Première chose. Ensuite, il y a une négation absolue du fait que, par exemple, entre un cadre et un ouvrier, vous avez 6 années d'écart d'espérance de vie. Entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, c'est 13 années d'écart d'espérance de vie. Alors le gouvernement dit qu'il faut tenir compte de la pénibilité. Bien évidemment, mais le gouvernement commence par dire qu'on a un problème de financement des retraites. Et moi, je veux rassurer tout le monde. Allez-y, respirez un bon coup. Non, il n'y a pas de problème de financement des retraites imminent, d'autant plus que dans les fonds de réserve qui ont été constitués pour ça, il y a 150 milliards d'euros. Donc il y a le temps de voir venir, premièrement. Ensuite, puisque la part des seniors dans la population augmente, c'est vrai,
il faut faire ce qu'on a toujours fait jusque-là, consacrer une part plus importante de notre produit intérieur brut, une part plus importante de la richesse, aux retraites. Sauf qu'en disant, comme M. Philippe, il faut travailler plus longtemps... C'est déjà près de 14% les retraites. Mais justement, moi je vous dis très simplement, mais écoutez, pour financer la retraite à 60 ans que nous proposons, il faut aller tranquillement vers 2% de plus de la richesse nationale consacrée aux retraites. Aller jusqu'à 16%. Mais c'est indolore. Si vous augmentez les salaires, si vous créez de l'activité et de l'emploi, comme je viens d'en parler, mais vous pouvez augmenter à proportion les cotisations. En quelque sorte, c'est dire, puisqu'il y a plus de monde autour de la table, il faut juste cuisiner un plus gros gâteau. Pas dire aux gens, on va faire des toujours plus petites parts. Et puis, songez au fait que augmenter l'âge de départ à la retraite, mais c'est aussi aggraver le chômage, aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, le chômage des seniors, dont vous savez très bien qu'à plus de 55 ans, ils ont du mal à retrouver un emploi, et de l'autre, le chômage des jeunes qui peinent à s'insérer dans la vie active. Donc, écoutez, à toutes celles et ceux qui, finalement, se laissent atteindre par cette logique selon laquelle, inéluctablement, il faudrait travailler plus longtemps. Non, ça n'est pas vrai. Non. Si on partage la richesse produite, on peut faire la retraite à 60 ans avec aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière complète. Le tout, c'est de partager les richesses. Et les gentils monsieur comme Édouard Philippe qui vous racontent qu'il faut travailler plus longtemps sont ceux qui précisément ne veulent pas partager la richesse produite. Un mot dans un registre tout à fait différent, le pass sanitaire, jusqu'à l'été par exemple, vous êtes pour, vous êtes contre ? Écoutez, moi, je suis strictement opposé au pass sanitaire depuis le début. Et d'ailleurs, si vous voulez des arguments contre l'extension du pass sanitaire, le mieux que vous ayez à faire, c'est d'écouter M. Macron lui-même ou M. Véran avant qu'ils aient décidé l'extension du pass sanitaire. Car quelques jours avant le 12 juillet, c'est M. Véran qui nous faisait de formidables plaidoyers pour nous expliquer combien il serait intolérable qu'en France, on ait à présenter des données de santé pour rentrer dans des lieux de la vie quotidienne comme le café, le théâtre ou le restaurant. Ce dispositif contre lequel vous êtes opposé, est-ce qu'il peut être contrôlé par le Parlement et comment ? Bah écoutez, pour l'instant, on voit bien comment ça se passe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Parlement est sollicité, c'est après les allocutions télévisuelles de M. Macron. Il n'y a pas moyen de changer cette dynamique-là ou cette mécanique-là ? C'est l'inverse. Voilà, vous serez à nouveau sollicité, puisqu'il y a un texte qui va arriver au mois d'octobre. Comme d'habitude, ça se passe toujours de la même manière et on ne cesse de se battre. Et y compris, on leur a fait beaucoup de propositions. Je veux dire, soyons sérieux. Bien évidemment, nous sommes dans notre rôle d'opposants. Mais dans une situation comme celle de la crise sanitaire que nous avons connue, la manière dont nous avons agi avec le groupe France Insoumise à l'Assemblée consiste à se dire, si nous avions été à leur place, qu'aurions-nous fait ? On leur a fait des kilos de propositions. Jusqu'au mois de novembre dernier, un document complet, un plan d'alternative au confinement. Pourquoi nous sommes opposés au pass sanitaire ? Parce que le pass sanitaire confère une illusion d'immunité. Nous sommes favorables à la vaccination, mais selon la ligne qui est finalement celle de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire la conviction. Et vous voyez que des pays comme l'Espagne ont réussi à vacciner 100% des personnes fragiles sans avoir ni d'obligation ni de passe sanitaire. Et surtout, le passe sanitaire exonère le gouvernement de faire tout ce qu'il aurait à faire par ailleurs. Pourquoi, alors que la rentrée des classes est passée, nous n'avons toujours pas nos salles de classe équipées de purificateurs d'air comme ça se fait ailleurs ? On termine par un peu de politique. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous discutez avec vos partenaires à gauche ou chacun part dans son coin, c'est fini ? Écoutez, on a beaucoup discuté, beaucoup proposé. Non mais attendez, évidemment qu'il reste 6 mois avant l'échéance. J'ai bon espoir que des choses bougent encore. Mais vous, au nom du parti, enfin du mouvement, vous parlez avec qui aujourd'hui ? Mais on parle avec tout le monde, sans aucune difficulté. Mais si vous voulez, donc c'est encore possible de tout le monde, à gauche. Y compris avec les écologistes. Mais on croise les gens, on discute avec tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que regardez, vous parlez de politique, de présidentielle ou de météo ? Non, on parle aussi de présidentielle. Mais écoutez, soyons sérieux, on n'a aucune difficulté à en discuter. Mais ne vous a-t-on pas dit, quand nous sommes partis en campagne au mois de novembre, que tout le monde voudrait avoir son candidat ? Et vous vous souvenez des petites réunions de danse du ventre, bras dessous, de M. Jadot et M. Faure qui nous disaient super, on va avoir un candidat commun. Nous vous avions dit que tout ça était une comédie. La preuve, ça n'est même plus à leur ordre du jour. En revanche, ce que nous disons, c'est que oui, il y a peut-être des dispersions inutiles qu'on peut éviter. Moi, par exemple, je m'interroge toujours pour savoir pourquoi ce qui a été possible avec le Parti communiste français en 2012 et en 2017 ne le serait pas en 2022. Il y a des dispersions qu'on doit pouvoir éviter. Pour autant, ça veut dire que vous croyez encore à une candidature commune Mélenchon-Roussel ? Évidemment, la question qui est posée aujourd'hui, c'est celle... encore avec Fabien Roussel là-dessus ? Bien sûr, évidemment, et heureusement. Mais j'espère qu'ils m'entendent. C'est-à-dire que la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si c'est le bloc populaire pour une politique de rupture qui garde la main dans cet espace politique, ou si c'est un centre-gauche reverdi qui a par ailleurs déjà gouverné ce pays et dont les Français se souviennent, qui prend la main. Et puis surtout, dire une chose, c'est qu'en 2022, il s'agit de l'emporter. Enfin, moi, je le dis très sincèrement, nous n'avons pas renoncé à cette idée. Et je crois que parmi nos interlocuteurs... Comment vous allez faire avec autant de candidats à gauche ? Écoutez,
Le problème, ça n'est pas le nombre de candidats. Il peut y avoir... Un peu quand même. C'est-à-dire pour accéder au second tour, il peut y en avoir, il peut y en avoir 15, 20, 25. Le problème, c'est pas qu'il y ait trop de candidats. Le problème, c'est que les électeurs, eux, par contre, sachent se regrouper. Ce qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des enquêtes d'opinion, c'est que Jean-Luc Mélenchon est bien en avant cet espace politique, et y compris si le ticket d'entrée au second tour s'abaisse, comme on le voit à la faveur de quelques événements imprévus, alors le second tour est accessible. Donc moi, je dis dès maintenant aux électeurs qui m'entendent, certes, il y a beaucoup de candidats, mais regroupez-vous autour du vote efficace pour changer nos institutions, pour partager les richesses, pour faire la planification écologique. On a vu dans un sondage récent que Jean-Luc Mélenchon était à quelques doigts du second tour. Donc il faut se regrouper dès à présent. Un mot juste, vous en êtes où de vos parrainages? Écoutez, ça avance, mais je ne vous cache pas que c'est toujours très laborieux. C'est-à-dire que, surtout sans le Parti communiste. C'est-à-dire que pour une formation politique comme la nôtre, qui n'est pas un parti d'élus structuré de longue date, c'est comme à chaque fois le bâton de pèlerin et la chasse au parrainage. À l'heure où je vous parle, vous pensez les avoir? Oui, je pense qu'on les aura parce que le travail est sérieusement fait, parce qu'il faut saluer tous les maires de ces communes qui, en quelque sorte, en dépit de leurs étiquettes politiques, ont à cœur de faire vivre la démocratie. Mais à l'heure qu'il est, on est à peu près en passe d'atteindre la moitié du chemin. Donc 250 à l'heure actuelle? Presque. Et pendant que ces tractations, ces calculs continuent, enfin, chacun mène sa barque, vous n'avez pas l'impression qu'Éric Zemmour impose ses thèmes de campagne? Évidemment, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons souhaité que Jean-Luc Mélenchon débatte face à lui. Parce que M. Zemmour, dont certains ont toutes sortes de pudeurs en disant non, il ne faut pas lui donner trop d'importance. Mais avant même ce débat, il avait les unes de quotidiens nationaux, les matinales politiques, il recherche des parrainages et des financements. Donc M. Zemmour, il agit, même s'il n'est pas encore déclaré candidat, il agit en candidat. Et dès lors, il a fait une percée dans les sondages depuis ce débat avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous n'avez pas contribué à le légitimer quand même, Éric Zemmour? Le débat, ce n'est pas le débat qui lui a fait de la publicité. Au contraire, dans ce débat, nous avons eu ce qui est nécessaire et utile, de la confrontation d'idées entre deux idées de la France, une vision ethniciste que porte M. Zemmour et une vision profondément républicaine, celle qui consiste à dire nous avons de grands défis et nous allons y faire face en faisant France de tout bois. Le contrat qui nous lie, c'est liberté, égalité, fraternité, pas une religion, une couleur de peau ou une vision de la civilisation qu'a M. Zemmour. Donc je crois qu'il fallait cette confrontation de dire que nous sommes adversaires résolus de l'extrême droite et puis il faut prendre les gens à témoin, dire que M. Zemmour, Mme Le Pen ont une fonction dans la période, comme toutes celles et ceux qui s'alignent sur leur agenda. Et pour vous, c'est clairement l'extrême droite, Éric Zemmour? Mais évidemment. Je veux dire, quand vous regardez toutes les déclarations de M. Zemmour, les manipulations historiques, etc., évidemment que c'est l'extrême droite. Et que derrière, d'ailleurs, M. Zemmour, on le voit, encore ce week-end à Lille, vous avez eu en marge de sa venue des violences qui ont été réalisées. Donc évidemment qu'il faut la combattre pied à pied. Et juste d'un mot, dire une chose, tout cela procède d'une grande diversion. Parce que les Français ont des causes communes. On a parlé du pouvoir d'achat, on a parlé des salaires, de l'emploi, de la question climatique. Et pendant ce temps, vous avez M. Zemmour, Mme Le Pen, en idiot utile du système, qui viennent instiller la division pour vous faire croire que le vrai problème, c'est l'immigration, la couleur de peau de votre voisin ou tout le reste. Franchement, regardez leurs déclarations sur l'économie, ils sont finalement très macronistes. M. Zemmour propose le report de l'âge légal de la retraite et Mme Le Pen ne veut pas augmenter vos salaires. Bon, voilà, je pense que le choix est vite fait. Bon, elle est sur la même ligne que vous sur la retraite, Marine Le Pen, elle est sur la retraite à 60 ans. Bah écoutez, si elle reprend des idées de notre part, on va pas dire le contraire, mais en tout cas, j'ai pas vu que sur les salaires, elle proposait une augmentation. Or, pour nous, c'est clair, c'est le SMIC à 1 400 € net. Merci beaucoup. Merci Adrien Quatennens d'avoir été invité. notre invité ce matin. Stéphane, vous restez avec moi? On passe tout de suite au Club des Territoires.